Bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui étaient là. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Judith Touensou. C'est moi la modératrice de l'événement et du meet-up de ce soir. Je ne suis pas seule, je suis avec Isaac. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Judith Touensou. Je suis DevOps Junior et Admin System. Je vais laisser Isaac aussi se présenter afin que ça passe. On passe autour de notre invité. Donc, Isaac, présente-toi. Il est co-modérateur avec moi sur l'événement. Isaac? Oui, merci Judith. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci à ceux qui sont déjà là. Et je remercie Kola pour la masterclass qu'on attend impatiemment. Donc, moi, c'est Isa Runge, un ingénieur logiciel dans une entreprise de la place. Donc, je jouerai le rôle de co-modérateur avec Judith. Donc, Judith, je te laisse continuer. Ok, Isaac, merci pour la présentation. Aujourd'hui, ce soir, on a Kola qui est avec nous, qui veut nous parler des Sindhouk. Donc, laisse-toi se présenter et sans plus tarder, on ira directement dans le vif du sujet. Donc, Kola, tu peux te présenter rapidement à ceux qui sont là. Oui, monsieur. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Kolawole Mangabo. Je suis développeur. Je travaille plus avec du Python, du React et depuis un an par là, j'explore un peu plus des langages par niveau comme du Go. Et voilà. Donc, je suis là ce soir pour vous parler de Sandbox, un projet open source sur lequel j'ai commencé à travailler depuis un an avec d'autres contributeurs. Je vais vous parler du projet. On aura une petite démo et je serai prêt à entendre vos questions. Ok, Kola, merci pour la présentation. Donc, je vais te demander de partager ton écran pour ce que tu as préparé pour nous Bien et sûr, tu peux afficher le PowerPoint et nous faire une présentation des scènes de projet en ligne. bien sûr. Un instant, je partage. Vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran parfaitement. Ok, super. Je vais donc passer sur le slideshow. Ok, partons à la découverte de Sandbox. Bon, pour faire court, Sandbox rapidement, c'est un projet écrit en Golang. C'est juste un moteur pour pouvoir envoyer des webhooks le plus facilement, le plus simplement possible, sans se soucier vraiment de tout ce qui est logique et voilà, de façon, disons, assez efficiente. Donc, je suis pas le seul qui travaille sur le projet. Il y a Kevin Assidio, il y a Luis, il y a Ruben, il y a Juvaros, il y a Jidkael qui ont contribué sur le projet. Enfin, en ce qui concerne les contributeurs béninois, je pense qu'on a aussi quatre autres contributeurs, quatre autres personnes qui ont travaillé sur le projet un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu ça pour le moment. Ok, alors pourquoi Saint-Hooks? Il y a exactement, je crois, 3 ans, j'ai travaillé sur un projet transfert, donc c'est un agrégateur de paiement, et on avait donc ajouté une fonctionnalité qui concernait, ouais, on avait ajouté une fonctionnalité pour pouvoir alerter les développeurs, les notifier par rapport à des changements de statut concernant les paiements, que ça soit euh, que le paiement ait échoué, que le paiement soit passé ou qu'il y ait quelque chose d'autre. Donc, on avait donc codé la logique, je pense, avec du Python, puisqu'on travaille sur du Django, donc on est parti sur du Celery avec des tâches, etc. Mais à un moment donné, au fait, enfin, en allant plus un peu en profondeur, parce que je cherchais à optimiser le programme et tout, j'ai remarqué que euh, toute la performance, performance, parallélisme, concurrence en Python, c'est, disons, assez direct, mais lorsqu'on essaie vraiment d'aller en profondeur, ça devient un peu plus complexe. Du coup, le développeur expérience derrière cela n'est pas très intéressant.
Moi, ce que je voudrais bien faire, c'est simplement écrire un programme simple et me dire, OK, je veux pouvoir spammer, je sais pas, autant de process que je veux, que ça soit 1000 process qui sont chargés d'envoyer, de délivrer exactement 1000 messages à des endpoints un peu partout dans le monde, sans autant me soucier de cela. Donc, avec Python, il y a ce qu'on appelle le GIL, c'est le Global Interpreter Lock. C'est une sorte de mutex qui protège l'accès aux objets en Python pour prévenir qu'il y ait, disons, plusieurs process qui accèdent à cet objet-là. Donc, à un moment donné, ça fait que en Python, même si on a plusieurs threads, un thread peut seulement exécuter un programme Python à un seul moment. Et ça ne, enfin, c'est vrai qu'on peut faire du parallélisme avec, mais ça ne rend pas cela, enfin, ça n'exploite pas le parallélisme ou bien les ressources de la machine à 100%. Donc, j'ai décidé de partir sur du Golang parce que déjà, Go a été créé avec la performance et de la concurrence, avec le concurrent ici dans l'esprit. Donc, c'est un langage très simple si vous voulez faire du parallélisme, enfin, tout ce qui est écrire un programme performant avec, c'est aussi très facile de le faire. Et donc, Coroutine a ce principe-là, ou bien ce concept de Golang, je veux dire, a ce concept donc de Coroutine. Ce sont de mini, euh, ce sont des threads qui sont très légers et qui sont gérés par le Go Runtime. Donc, du coup, ils sont très légers, c'est-à-dire qu'ils ne pèsent que quelques kilobits. Et ce qui est intéressant avec, c'est qu'on peut en spammer, genre, en vrai, des millions. Et plus votre machine est puissante, plus vous n'avez pas vraiment à vous soucier de comment ça gère, la performance, etc. Bien sûr, à un moment donné, il faut se dire, OK, comment ça se passe ici, faire un peu de testing, de load test et pour voir comment le système se comporte et naturellement améliorer. Mais il n'y a pas vraiment encore le besoin de se soucier de ça si vous voulez juste faire un programme qui a le concurrentiel et qui est vraiment simple. Donc, la syntaxe de Go aussi est très simple. Personnellement, pour avoir fait du Python, j'ai remarqué que ça se rapprochait beaucoup plus du Python. Mais si vous avez fait du Python et vous avez fait du C, la syntaxe de Golang est assez simple. Bon, quand il va falloir de créer des références, de faire du typing, ça devient un peu bizarre, mais c'est assez simple dans la philosophie. Et aussi, c'est un langage très, très léger. Donc, pour la stack de Sandbox, on utilise Redis et Golang. Redis, ça, c'est la passerelle qui permet d'envoyer les données directement euh, au moteur pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir, voilà, livrer les messages aux endpoints. Donc, avec Redis, on était d'abord parti sur le PubSub, mais le problème avec le PubSub, c'est qu'il n'y a pas la persistance des messages. Donc, on utilise la fonctionnalité de Redis qui va concerner les Redis strings. C'est comme une sorte de fichier log. Ça se rapproche un peu plus de, comment dire, de Kafka et puis de RabbitMQ. Ou en gros, voilà, Redis a une sorte de base de données où tous les messages qui sont envoyés par les Redis, ils sont sauvegardés sur le disque, mais ces messages, ils sont loadés dans la mémoire. Donc, même si il y a perte de, comment je dirais, il y a un serveur qui doit redémarrer quelque part, un service qui était absent, qui n'a pas reçu le message. Lorsque le service revient en ligne, il peut lire facilement à travers ces logs-là et puis on récupère les données et on continue nos chemin. Donc, ça nous garantit que même si, par exemple, le moteur même, Centroux tombe ou est disponible pour un moment donné, lorsqu'il sera up à nouveau, on pourra continuer à fonctionner comme c'était. À part Redis, on est aussi en train de vouloir intégrer RabbitMQ et Kafka pour pouvoir permettre, voilà, s'il y a des développeurs qui préfèrent utiliser RabbitMQ ou Kafka, ils pourront directement travailler avec. Donc, l'architecture, c'est assez simple. C'est, on a les données et ensuite on envoie les données à Redis dans un format donné qu'on va explorer tout à l'heure. Ensuite, ces données-là sont envoyées à Synapse qui seront, disons, placées dans une queue et
Maintenant, à travers la queue, on va spammer des go-routines et chaque go-routine, voilà, envoie des requêtes, envoie des requêtes, envoie des requêtes, etc. Maintenant, pour la gestion des webhooks, naturellement, il y a d'autres solutions. Il y a GetConvoy, il y a aussi Sphinx. Mais le problème avec ces deux solutions pour moi, c'est qu'elles étaient trop lourdes. Moi, tout ce que je voulais, c'était quelque chose. Je t'envoie les données, faut juste t'assurer de livrer ça aux endpoints que j'ai donnés. Après, de dashboard, de base de données, tout ça, j'en ai rien à cirer. Donc, c'est surtout ça. Bon, c'est juste la présentation pour le projet. Je voulais partir un peu plus en profondeur avec un exemple de code base pour voir comment on peut intégrer cela rapidement, surtout avec du Docker, parce que ça ne prend que, disons, 5 minutes. Donc, je ne sais pas s'il y aurait des questions en attendant. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ceux qui ont des questions, veuillez lever la main, on va choisir. Sinon, il pourra continuer. Donc, ceux qui ont des questions, levez la main, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de questions. Pour l'instant, je Il n'y vais a pas de... sauver. Ok, donc tu peux continuer, il n'y a pas de questions pour le moment. Ok, super. Donc, laissez-moi zoomer encore. Ok, super. Donc ici, j'ai un petit projet rapidement qui a été écrit avec du Flask. Donc, en gros, c'est un endpoint qui reçoit des données et qui les envoie directement, enfin, qui les ajoute à un stream Redis qu'on a appelé hooks. Et c'est ce stream-là qui sera écouté par le moteur Synthhooks. Donc, ouais, donc directement dans votre programme, bien sûr, vous pouvez utiliser un package Redis pour communiquer directement. Pas besoin forcément d'ajouter une API, à moins que vous ajoutez une utilisation peut-être qui concerne une certaine logique business. Pour utiliser Synthhooks, il faut définir un fichier config.json. Donc, on va définir l'adresse Redis, ou si vous avez un mot de passe, vous avez une base de données, enfin, un key spécifique. Si vous voulez aussi utiliser du SSL avec le Redis, vous précisez cela dedans et voilà. Euh, donc, sans tarder, on va continuer. Euh, voilà. Donc là, pour le Docker Compose que j'ai ajouté donc mon image Redis. J'ai aussi enfin, ça, c'est dans sa part. Je ne vais pas me concentrer dessus maintenant. Avec SyncHooks, on a aussi une partie monitoring. En gros, pour l'activer, il suffit d'installer l'image de SyncHooks Monitoring. En gros, on a juste la liste des webhooks. On a aussi, ouais, c'est juste la liste des webhooks et les détails pour voir si, voilà, ce qui est passé. Au cas où il y aura des échecs, vous avez accès à vous avez accès genre, aux différentes informations au cas où il y a des échecs. Donc, je pense dans la documentation. OK. Donc, voilà. C'est un peu à ça, ça ressemble pour le moment. On a prévu ajouter d'autres trucs après, comme des, des capteurs de statistiques, des possibilités de faire des réessais, des retries, euh, ou encore des replays. Mais pour le moment, on est liste et on affiche que les détails. Donc, de retour dans notre code. Donc, la configuration de SendCool, c'est un peu cela. Il faut toujours préciser là où il peut trouver le fichier config.json. Même si il ne le trouve pas, il y a des valeurs par défaut qui sont décrites dedans, qu'il peut utiliser simplement. Et voilà, on a donc le, le service soit pour notre API Flask. Et bon, voilà, ici on a déclaré aussi le Centros Monitoring avec les ports qu'il faut exposer, le backend, le front-end. Et Oui, voilà. Colin, Oui, oui. s'il te plaît, tu peux zoomer. Apparemment, les gens ne voient pas vraiment ce que tu fais. Tu peux zoomer, s'il te plaît. Ok. Bon, dites-moi si le zoom est bon. Je vais zoomer encore. Un peu plus. Ok. C'est bon. Je pense que c'est bon, hein, Gojanda.
Ok. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, quand là, tu peux continuer. Ok, super. Je recommence à l'explication du fichier Docker Compose que j'ai écrit ou bien on peut avancer. Tu peux continuer. Je pense que c'est bon, tout le monde. Ils arrivaient juste pas à voir. Ok, super. J'ai démarré déjà le Docker. Donc, donnez-moi un instant. Là, on va faire une requête sur notre API et voir les livraisons sur ce site-là, dans Webhook. Je vais copier ceci. Je vais aller dans Postman. Un instant. Ok. Est-ce que ça trouve ça? Get request. API send. Ok. À l'instant, je dois faire une vérification rapide. Ok. Donc, je pense que c'est la bonne version. Parce qu'on a fait quelques changements cassants. Donc, j'espère que normalement, il ne devrait pas avoir de souci. Donc, ça a été ajouté au stream. Euh, donc, normalement, je devrais voir ça. Ok, ce que j'ai fait ici, je suis passé par l'API que j'ai écrit en Flask pour envoyer des données. On ne Donc, voit toujours pas. ok, c'est vrai que ici aussi, c'est bon. Zoom un peu plus. Ok, c'est bon. Ok, super. J'ai envoyé donc une requête post avec les données que je voulais faire passer comment dire, à, euh, à Syntrux. C'est un peu à ça le format de données ressemble. Il y a l'URL qu'il faut toujours préciser. Le webhook ID, c'est important aussi. Le message ID, ça aussi c'est important. Actuellement, on est en train d'ajouter une fonctionnalité pour l'idempotency, c'est-à-dire que pour éviter d'envoyer, enfin, au cas où, par exemple, par erreur, le développeur envoie un message plusieurs fois, il y a une clé pour l'identifier, comme ça, nous, on évite cela. Il y a la donnée data. Elle peut avoir autant de formes que vous voulez, ce n'est pas forcément précisé. Il y a aussi un secret hash. Je pense que actuellement le secret hash il est nécessaire. Je sais plus vraiment, je vais vérifier après. En gros, ça nous permet d'utiliser comment je dirais, euh, cette clé. Je peux dire ça comme ça. Oui, cette clé en gros pour pouvoir signer la donnée. Donc on va créer un hash qu'on va ajouter dans la requête et ça va permettre à la personne qui reçoit peut-être euh, le webhook de pouvoir s'assurer que la donnée n'a pas été tempérée ou bien que la donnée est, comment je dirais, correcte. Donc, dans notre cas ici, c'est ça. On a le X secret hash. Euh, donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Mais côté performance, côté test, j'ai remarqué quand même enfin, cette semaine, j'ai commencé à faire beaucoup de load testing, de benchmarking sur le projet. Là, actuellement, je suis sur un MacBook avec, enfin, j'ai attribué quatre cœurs lorsque je voulais tester avec Golang et j'ai remarqué quand même que je pouvais déjà livrer plus de 1000 webhooks par minute avec. Maintenant, la complexité de livraison augmente bien sûr avec la taille de la donnée et d'autres choses. C'est quelque chose qu'on essaie de voir pour voir comment rendre ça plus rapide et comment se dit dans un temps réaliste, OK, si la donnée pèse tant, alors ça va prendre tel moment. Ou si tu veux que ça aille plus rapidement, il faut que tu aies telle puissance, il faut aussi que tu aies tel nombre de, comment je dirais, tel nombre de bandes passantes, etc., etc. Donc, c'est juste ça pour l'intégration de Syntrux. Euh, voilà, on a aussi du logging, donc avec, comment je dirais,
On log assez de détails quand même dans le fichier de log. S'il y a quelque chose qui manque. Ah non, enfin, s'il y a des échecs, combien de temps ça a pris pour envoyer ci, pour envoyer ça. C'est des données qu'on log assez souvent. Donc, s'il y a des bugs ou bien des erreurs, voilà, enfin, le développeur peut regarder facilement. Et le format de log aussi qu'on utilise peut être facilement consommé par des logiciels de logging. J'ai plus vraiment le nom en tête, mais c'est un format assez général. Donc là, je pense que j'ai euh, error loading data. Intéressant. Un instant. Undefined hooks. Ah ouais, j'ai pas défini le, là où il doit récupérer les données. Donc c'est normal qu'il se perde concernant le dashboard. Voilà, c'est un peu ça en ce qui concerne SendHooks. Je sais pas s'il y a des questions. Oui, on a une question de Toby Dayon. La question c'est Mhm. pourquoi la communication avec Sendhook se fait à travers Redis? Pourquoi Sendhook n'expose pas une API que le client peut utiliser? C'est quoi le raisonnement derrière le fait d'utiliser Redis? Donc, c'était sa question. Voilà. Ok. Donc, Allô? oui, vas-y, Kola. Ok, un instant. Problématique partage. Ok. La raison pour laquelle Redis est surtout utilisé, c'est déjà, bon, disons, en matière d'ajout de données dans Redis et puis le queuing, etc. Redis est assez rapide. Et aussi, on avait besoin d'un système où, voilà, on pouvait envoyer de données, autant de données qu'on voulait, et on pouvait écouter de l'autre côté et puis les récupérer sans forcément que ça soit des requêtes HTTP. Mais aussi, voilà, si le service était down à un moment donné, on pourrait toujours retourner là-bas et continuer à lire comment on dit, les données dans notre, comment dire, à travers, je sais pas, n'importe quel, ça peut être Redis, Kafka ou quelque chose, à travers quelque chose, et voilà, le système va continuer à fonctionner. Maintenant, concernant l'API, en effet, on n'expose pas une API directement pour envoyer des requêtes, mais actuellement, avec le développement de Centrus Monitoring, je pense que dans la prochaine version, ce sera en fait genre une API qui permettrait, voilà, on fait la requête, les données sont envoyées et voilà, Centrus récupère cela totalement. Maintenant, il faut aussi noter que en codant Centrus, on voulait vraiment quelque chose de simple. On voulait, parce que enfin, en parlant avec d'autres développeurs, on se disait, OK, comment tu travailles avec les webhooks, etc. La plupart du temps, tout ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose. Et j'ai mon système, je vais alerter quelqu'un. Et souvent, le système est, comment je dirais, que ça soit une API ou quelque chose qui soit codé, euh, disons, c'est dans le même scope euh, que là où ils veulent, non, si je dis, mais c'est dans le même scope qu'ils veulent au fait notifier. Donc, en vrai, on peut utiliser une requête HTTP, mais on leur donne quand même le contrôle ou la possibilité d'utiliser simplement Redis et de dire, OK, envoie juste cette donnée dedans. Centrus va lire et va continuer. Tu n'as pas à te soucier de comment les webhooks sont livrés ou pas, mais si Centrus est down ou bien c'est mort totalement, s'il revient à la vie, il va lire à travers les Redis streams et il va continuer son chemin. Donc, c'était surtout une question de reliability, en fait. Toby, c'est OK, bon. merci. OK. Ok, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Est-ce que d'autres personnes ont des questions?
C'est le moment de poser des questions de compréhension si, lors de sa présentation, il y a certaines choses que vous n'aviez pas compris. Isaac, Toby a laissé une autre question. Tu peux nous aider? Ok, merci Judith. Est-ce que c'est prévu de pouvoir utiliser des DB plus classiques comme Postgres, SQLite et autres en lieu et place de Redis? Voilà, donc c'est la question de Toby. Ok. Non, déjà, c'est pas prévu, même si en quelque sorte c'est intégré directement dedans. Bon, en gros, j'explique. Oui, c'est vrai qu'il y a un besoin quand même de se dire, ok, on va envoyer les données, mais voilà, comment je m'assure que les informations par rapport à mes requêtes sont sauvegardées pour que je puisse les consulter après. Ce qui est intéressant avec les release scripts, c'est comme on l'a dit, je pense que c'est difficile de perdre les données avec parce que même si le serveur Redis s'est redémarré et puis que, enfin, ces streams, en fait, ces logs sont écrits sur le disque, donc en gros, il va les reloader simplement dans la mémoire, on peut les relire. Donc, nous, ce qu'on fait, pour ne pas perdre ces données-là, vous pouvez simplement utiliser CentOS Monitoring et lui aussi, il va écouter sur les streams. Donc, en gros, si vous envoyez les informations d'un webhook à travers un stream, le service CentOS, le moteur va écouter. CentOS Monitoring aussi va écouter parce que c'est un back-end et un front-end. Donc, lorsque nous, on écoute dessus, on va enregistrer les données dans une base de données Mongo. Parce que pour l'instant, c'est une stack. Euh, Node.js, on utilise Mongo. Donc, on est en train de voir peut-être si on va aller quelque part d'autre, mais pour l'instant, c'est du Mongo. Les données sont enregistrées dans du Mongo et puis voilà, il y a une API qui expose cette donnée-là et le front-end permet de les afficher. Donc là, on n'a pas vraiment utilisé une DB plus classique parce que voilà, Redis c'est assez performant et rapide en matière de lecture quand même. Ok, il y a Jacob qui a une question. Ouais. Oui, Jacob, vas-y. Oui, déjà, je remercie Kola pour ton partage et tout. Moi, pour moi, c'est purement une découverte. Quand on m'a annoncé le mythe, je suis allé lire un peu sur Webhook, au fait. Je ne savais pas ce que c'était, honnêtement, donc j'ai lu un peu sur ce que c'est et tout. Donc, disons qu'avec ce que tu as expliqué, j'ai pas vraiment tout compris, pour être honnête, mais ça m'a quand même permis d'avoir un peu de culture, tout ça, tout ça. Genre, quand j'ai lu, j'ai vu qu'il y avait des outils comme Zapier, People Dream, tout ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est que comment tu en es arrivé à mettre en place cet outil-là? Puisque je ne maîtrise pas vraiment l'écosystème, c'est genre parmi tous les existants, en fait, il y avait quel était le problème, au fait? C'était genre, c'était la complexité de ces outils-là et quelle est la plus-value que tu as apportée et comment tu t'es mis sur le projet, comment tu as mis les gens autour de toi pour pouvoir arriver à ce résultat-là, quoi, dont tu es en train de faire la présentation aujourd'hui. Comment ça s'est fait la communication, le travail? Moi, c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. Comment vous avez communiqué pour arriver à ce résultat-là, quoi? Si tu peux bien répondre à la question. Merci. Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, il y a des solutions qui sont sur le marché, qui sont disponibles. Il y a des gens qui ont des SaaS avec, etc. Le problème, c'est que le projet open source est trop lourd. Genre, moi, tout ce que je veux, c'est juste envoyer, distribuer des webhooks et puis c'est tout. Je veux pas vraiment avoir un dashboard, je veux pas avoir à gérer des trucs pour des clients. Et la plupart des logiques, enfin, qu'ils intègrent de l'autre côté, c'est que, voilà, on te fournit toute une suite. Tu as des API, tu passes par les API, tu fais des requêtes, tu vas créer d'abord un client, ensuite tu vas ajouter un endpoint qui va utiliser pour envoyer les webhooks et maintenant c'est cet endpoint-là que tu vas maintenant contacter. Donc, il y a déjà vraiment trop de protocoles pour moi. Donc, comme je l'ai dit, tout ce que je voulais, c'était juste dire, voilà, j'ai les données, distribue-les, je m'en fous de ce que tu fais ou pas. Si ça passe, tu as 5 retries de façon exponentielle. Si ça ne passe pas, bah voilà, je peux aller toujours regarder au niveau du monitoring, du mini dashboard qu'on a créé pour voir ce qui t'est passé ou pas. Maintenant, en codant cela, c'est juste parti sur une idée simple. Avant de coder cela, quand même, j'ai fait
un petit, comment je dirais ça? Je me suis amusé à créer, genre, vraiment le MVP et j'ai créé un article dessus. Donc, si je ne me trompe pas, je vais voir. J'avais écrit un petit article sur comment construire un service webhook avec Golang. Donc, je vais laisser le lien dans le chat. Donc, disons que c'est un peu parti de cet article-là parce que voilà, je voulais découvrir, ok, on m'a dit Golang est rapide, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un petit exemple avec, je vais voir si ça rentre vraiment dans mon use case. Et donc, je vais aussi documenter cela. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient quand même assez contentes de lire l'article. Je me suis dit, OK, j'ai parlé de cela euh, dans le temps à Vini, Louis. J'en ai aussi parlé à Kevin pour qu'on mette en place rapidement un MVP. Donc, on a sorti rapidement quand même un moteur en Golang qui pourrait déjà utiliser, qui partait sur du PubSub, mais après, on remarque que euh, comment je dirais ça? On remarque que les messages sont perdus et si le moteur est dans un moment, on a perdu des informations. Donc, on va incrémentation par incrémentation. On fait aussi plus de recherches sur ce qu'on utilise pour savoir comment ça marche. Parce que personnellement, moi, je savais même pas que on pouvait, enfin, je pensais toujours que voilà, si tu envoies quelque chose à travers Redis et puis que tu essaies de revenir après dessus, tu as perdu pour toujours. Je n'avais pas vraiment connaissance du modèle de Redis Streams. C'était seulement le PubSub que je connaissais. Donc voilà, on fait plus de recherches, on essaie de voir ce qu'il y a dedans. Je fais des propositions, souvent à travers les GitHub issues. S'il y a des contributions, enfin, la plupart du temps, le issue Kevin valide, si c'est bon, on y va, etc. Dans le temps, on avait besoin de sortir rapidement le dashboard et puis le backend. Donc, ce que j'avais fait dans le temps, j'avais remarqué que Jivaro c'était comme un peu intéressé au projet. Donc, je l'ai contacté, je lui ai dit, ah, est-ce qu'il veut coder cela, est-ce que ça l'intéresse? Il a dit oui. Donc, il est monté dessus, il a codé aussi un peu tout. À part ça, on a eu quand même des gens qui étaient intéressés un peu partout dans le monde et qui ont travaillé dessus. Bon, moi, je pense que la plus grande raison, c'était surtout à cause du Hacktoberfest en octobre. Genre, voilà, tout le monde veut contribuer sur des projets open source. Donc, c'est quand même un bon moment pour avoir des contributions. Même si le code que les gens s'envoient souvent, il faut être fort dans le cœur. Donc, voilà, c'est un peu comme ça, c'est venu jusqu'à maintenant. Et puis, oui, donc là, on est à 24 stars. C'est vrai qu'on a lancé, disons, une version plus ou moins bêta qui peut être utilisée, mais c'est pas genre très vite testé pour se dire, voilà, on sait comment, s'il y a 2 millions, bien 10 millions de messages à livrer, ou bien si on doit livrer, je sais pas, 500 mégas ou bien 2 gigas de données à travers Webhook, comment ça se comporte. C'est des trucs qui seront testés et benchmarkés et naturellement, on va améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. Donc, oui, le projet est là. Si vous voulez contribuer, c'est pas compliqué. Il y a des issues partout, que ce soit la documentation, que ce soit le benchmarking, un peu tout. Et comme je l'ai dit, Golang, c'est pas vraiment compliqué. C'est quand même un langage assez simple et fluide, aussi très facile à comprendre. C'est pas vraiment compliqué. Une fois que le modèle de concurrence est capté, voilà. Donc, tout va assez vite. Donc, j'ai mis le lien du projet aussi dans le chat. Donc, si vous pouvez laisser des stars dessus, ce serait bien. Ça va nous aider à manger. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ok, merci, merci et tout. Donc, on est actuellement combien dans le chat? Donc, si chacun peut laisser les stars pour soutenir un peu le travail de Cola, ça serait bien en fait. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien. Moi, je vais déjà le faire tout à l'heure. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Ok. Bon, il n'y a plus vraiment de questions. J'ai vu personne lever la main. Voilà, je te remercie pour la présentation, le partage. Au moins, on a appris quelque chose de plus. Là, j'ai appris quelque chose de plus aujourd'hui grâce à toi. Merci beaucoup. Merci pour le travail que tu fais avec ton équipe aussi. On a
Isaac qui a levé la main. Isaac, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ne conclue? Oui, je pense que je vais poser des questions à Kola, Ah, comme il n'y a plus de super. questions de la part de nous. Donc, Kola, et je voudrais premièrement demander comment tu as mesuré la performance de ce que tu as fait, vu que ben, d'une certaine façon, tu avais une solution en Python au début et que ben, tu es parti sur ceci. Je me dis, ben, est-ce que tu as pu intégrer le système là que tu as développé à ce que tu avais avant, afin de mesurer les performances et voir ben, si vraiment tu as pu gagner quelque chose en termes de performance. Oui, donc déjà, je dirais qu'on a gagné deux choses. Donc, dans le premier temps, il y a la reliability, il y a aussi performance reliability parce que on ne perd plus forcément les données qu'on envoie. On s'assure que soit c'est pas livré, soit c'est livré. Donc, c'est déjà quand même quelque chose de très intéressant avec les release streams. Et côté performance aussi, oui, je dirais que on a remarqué, enfin déjà le programme est plus léger, donc on utilise, voilà, je dirais moins de puissance au processeur pour pouvoir faire facilement enfin, la concurrence. Et aussi, pour ce qui s'agit de tester vraiment à fond, j'ai utilisé le site donc, que j'ai envoyé. Euh, un instant. Webhook Site. Donc voilà, ça nous a permis comment de faire pas mal de retesting avec ce qu'on avait déjà et ce qu'on a en gros. Donc le temps de latence, la vitesse à laquelle on peut livrer 1000 webhooks en utilisant Golang, en utilisant Django, Redis, Celery. On a remarqué quand même une performance, je dirais, x4 ou x5. D'accord, d'accord, merci. Et maintenant, je pense que le côté reliability, là, on pourrait avoir ça en Python aussi, hein, dans le système que tu avais au début. Oui, Ou oui, bien bien. sûr, bien sûr. Je pense que on pourrait l'avoir plus facilement. J'aurais pu ajouter, intégrer les redistrings aussi à cela et puis coder d'une certaine façon. Voilà. D'accord, merci. Maintenant, ma deuxième question, tu peux revenir sur l'architecture, s'il te plaît? Ok, je partage mon écran. Ça va? Oui, merci, Cola. Donc, puisque c'est toi qui as codé le Synthbooks, c'est ton équipe qui a codé le Synthbooks, je me Ouais, dis, si on envoie des messages dans Redis, puisque on veut que les messages restent là, en tout cas, bon, mhm, je ne connais pas la politique d'éviction que vous utilisez. On veut que les messages restent là. Je suppose que bon, les messages restent là quand même. Et donc, je suppose que le sendhooks tape dans Redis pour récupérer les messages et envoie ça dans le queue. Donc, ouais. quel mécanisme vous utilisez aujourd'hui pour ne pas relire les mêmes messages à chaque fois pour les renvoyer euh, plusieurs fois? Ah ouais, ça c'est vraiment une question assez intéressante. Donc, au fait, avec les ready streams, il y a la possibilité de, je vais oublier peut-être le nom du Je ne sais principe, pas si mais c'est de mon côté, mais je reçois mal. Voilà. ça, ok, vous me recevez mieux maintenant. Oui, c'est bon de mon côté, moi. C'est bon de mon côté également. Ok. Donc, il y a enfin, avec les ready streams, il y a deux façons voilà, à knowledge. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, en gros, en utilisant les groupes de listeners ou de consumers, en gros, euh, chaque consumer est capable de dire, OK, ce message-là, je l'ai déjà lu. Donc, comme ce message est déjà lu, ce consumer, ce listener n'aura plus accès à ce message-là et il pourra continuer son chemin. Donc, ce qu'on avait fait premièrement, puisqu'il y avait personne d'autre qui lisait les ready streams, lorsqu'on recevait le message et qu'on lisait tout et puis qu'on envoyait les données
enfin, quand on spammait les coroutines pour pouvoir envoyer les données, ce que SendRoost faisait, ça supprimait en même temps le message. Mais puisque on a intégré SendRoost Monitoring, ce qui se fait maintenant, c'est que il y a SendRoost, l'engin SendRoost Engine qui est dans un groupe de consommateurs. Il y a aussi SendRoost Monitoring qui est dans un groupe de consommateurs. Donc, ce qui se passe lorsque les messages sont envoyés à travers les registries, si SendRoost Engine le lit, il acknowledge qu'il a lu. Comme ça, il n'a plus accès à cela. Et maintenant, voilà, SendRoost Monitoring peut lire cela sans problème. Donc, ouais, c'est le acknowledge de registry, je pense. Là, je vais laisser un lien sur le registry quand tu seras peut-être intéressé. Mais comment c'est assez intéressant quand même. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on fait pour éviter que ça relise la même chose chaque fois. Ok, merci. Maintenant, je voudrais que tu fasses le lien entre le fait que tu voudrais mettre en place du retry plus tard. Parce que ce que tu viens de dire, ce que j'ai compris, c'est que ben, quand on a bien lu, quand SendFusk réussit à lire euh, un message, un Mhm. mécanisme est là d'une certaine façon pour l'empêcher de relire plus tard. Donc, imaginons que SendFusk réussit la lecture et envoie dans le queue et qu'on envoie le message à un service et via les Go Routines et que ça ne se cesse pas, c'est-à-dire on échoue à ce Ouais, niveau-là. ouais. Comment tu voudrais faire? Parce que désormais, le message ne sera plus disponible enfin, pour SendGoose, quoi. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Lorsque tu parles du retry, c'est le retry dont j'avais parlé, qu'on a la fonctionnalité Oui, ajoutée sur le dashboard, c'est bien ça. oui. OK. Bon, sinon, ce que j'ai compris du retry, c'est du genre, ben, si SendGoose récupère le message de Redis et les Go routines échouent, enfin, si la requête effectuée par Go routine dans un service échoue, on Oui. voudrait relancer ça plus tard. C'est ce que j'ai compris du retry que tu as dit, hein. Peut-être j'ai mal compris. Oui, bon, je vais réexpliquer cela rapidement. Donc déjà, par Ok. défaut, il y a un retry qui existe déjà au niveau des coroutines. Donc en gros, c'est que si euh, on a essayé de contacter le endpoint que c'est pas passé une première fois, on va essayer ça 5 fois au plus de façon, comment je dirais ça, euh, de façon exponentielle. Et si ça ne marche pas, euh, on utilise encore toujours les release streams sur un registre qu'on appelle souvent hook status, je pense, où on dépose, comment on va dire, les informations par rapport aux webhooks qui ont échoué ou les webhooks qui ont été livrés. Donc, ça, c'est déjà pour le retry au niveau de l'engin. Maintenant, le retry dont je parlais tout à l'heure, c'est le retry au niveau du dashboard. Puisque forcément, si quelqu'un intègre le service CentOS Monitoring, cela vient avec le back-end et le front-end. Donc, les données concernant les webhooks qui ont été envoyés sont en quelque sorte déjà persistées. Donc, puisque les données sont déjà persistées, voilà, on pourra juste encore reprendre le même processus, envoyer ces mêmes données-là, puisqu'on les a déjà dans notre base de données MongoDB, encore envoyer ces données-là à travers Redis Streams pour que ça pousse, envoie et puis reprend le process. Je sais pas si tu as compris. Ouais, je pense que c'est bon. Je OK. te remercie. C'est pas Ouais. terminé. Oui. Et excuse-moi, hein, bon, peut-être que tu as dit ça précédemment et j'ai pas fait attention. Donc, à quel niveau là on écrit dans MongoDB, genre dans la architecture? À quel niveau, quel composant, au niveau de quel composant on écrit dans MongoDB? OK. Je pense que je n'ai pas vraiment ajouté le composant là. Comment je vais montrer les autres? Je pense que ça sera partie code. OK. Ok, ok. Bon, je vais partir sur l'image ici. Donc voilà. Donc techniquement, avec les Go routines, on aura soit un échec ou euh, un succès. Donc ces Go routines-là vont écrire dans un Redis Streams qui peut être nommé voilà, Hook Status. Donc on a des données qui sont écrites là-bas. Et automatiquement, on a avec le service Mongo ou le backend, je vais montrer peut-être le code concernant le monitoring, si j'ai ça.
Un instant, je vais ouvrir rapidement. Centrus Monitoring. Donc, on a le backend, on a le CRC. C'est la partie service. Ok, donc en gros, avec le Node, on a donc un listener qui écoute au fait donc euh, dans le Redis stream et nous on récupère les messages et puis on les enregistre automatiquement dans la base de données Mongo. Donc c'est un peu ça en fait. Une fois que c'est enregistré là-bas, techniquement on pourra toujours pouvoir faire le retry puisque on a les datas. Oui, Cola, donc si je comprends bien, c'est au niveau des Go routines que c'est fait. C'est bien Voilà, au ça, non? niveau de la Go routine va écrire dans un Redis streams et maintenant le service backend va lire dans le Redis streams concerné pour pouvoir les sauvegarder dans la base de données. Et voilà. J'ai pas ajouté cela précisément dans l'architecture bon, parce que voilà, Centrus Monitoring et puis Centrux, le moteur même, c'est techniquement un peu différent, mais voilà. Je vais même juste me concentrer sur le moteur Centrux. D'accord, merci. Donc, est-ce que je me dis actuellement, j'ai l'impression qu'on fait des va-et-vient, quoi, entre Redis et tout ça. Je me dis, Oui. bon, pourquoi ne pas mettre au niveau de Redis un composant assez robuste qui gère, enfin, qui nous permet déjà de gérer, de répondre à la question si et tel message a été déjà lu. Et on a toujours la persistance, quoi. Et la persistance des données, on pourra utiliser ça pour alimenter ton dashboard et on a toujours le système qui fonctionne. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Tu peux encore expliquer, s'il te plaît. Tu aurais dû laisser l'architecture. Donc, je dis Ah. que je pense actuellement qu'on fait des va-et-vient entre Redis et les composants de l'architecture. C'est ce que je comprends actuellement. Bon, peut-être que je me trompe Ok. un peu. Donc, je me dis, ben, pourquoi ne pas utiliser un composant robuste ou bien, je ne sais pas, configurer Redis. Je ne sais pas si c'est possible de le configurer de cette façon, au point où genre, on a de la persistance des données, on a la persistance des données comme on l'a aujourd'hui, et Oui. on a le fait que ça nous permet de distinguer si on a lu, si c'est tout ça y a lu un message ou pas. Mhm. Mais en plus de ça, on pourra brancher, genre, on pourra l'utiliser comme DB quoi, pour alimenter le dashboard au lieu de passer par MongoDB. Ouais, ça a l'air intéressant. C'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi à cela. Euh, je vais noter ça quelque part. Je vais noter ça quelque part. Peut-être que on pourra réfléchir à cela. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas pensé directement. Je sais même pas vraiment la raison pour laquelle. Peut-être je me dis qu'on a discuté, mais après on s'est dit, voilà, on voulait utiliser quelque chose d'autre. Ok, je vois. Je vois un peu. Tu as déjà travaillé sur un projet où tu as utilisé Redis uniquement comme base de données et c'était comment? Redis uniquement comme base de données, non, mais comme cache, oui. Ok. Donc, et maintenant, ma dernière question. Je me dis qu'on peut supprimer le queue parce que personnellement, je vois pas, enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais je ne vois pas son utilité dans l'architecture. Tu pourrais me convaincre de son utilité. Je me dis que ben, euh, et si le moteur Centrus récupère les messages de Redis, ça peut contacter les Go routines en même temps pour que le job soit fait au lieu de passer par les queues. Est-ce que les messages sont ordonnancés? Est-ce qu'on s'intéresse à leurs ordonnancements en termes de traitement? Donc, c'est ma dernière question. Voilà. Ok. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Bon, déjà, le Q d'ici avec Golang, c'est donc les channels. hmm, bon, c'est vrai quand même. Hein. En fait, à un moment donné, je pense qu'on avait la raison pour laquelle on était passé avec les channels, puisqu'on définit certaines tailles pour les channels qu'on a avec un Go lang. Enfin, ça a
permet aussi, en quelque sorte, quelque part, parce qu'actuellement, on a ajouté des configurations pour pouvoir définir la taille des channels. En gros, c'est pour permettre aux développeurs de pouvoir de pouvoir fixer des limites euh, à ce que le programme Golang pourrait utiliser en fonction des mémoires. Mais c'est vrai qu'au début, on s'était dit qu'on allait directement ajouter tout ce qui était logique. Voilà, on sauvegarde des choses dans une base de données, on fait ci avec uniquement des coroutines. Donc, à un moment donné, on voulait pouvoir faciliter la communication entre coroutines, puisque c'est possible. Les coroutines peuvent communiquer entre elles, s'échanger des données. C'était la raison pour laquelle on avait utilisé, disons, les queues ou les channels, même si c'était pas vraiment nécessaire, je dirais, au début. Mais là, actuellement, je pense que on veut garder cela. On veut garder cela pour, voilà, pour pouvoir dire, pour pouvoir que le développeur, comment je dirais, précise les limites de ce que le programme Golang peut faire. Ce qui doit être fait normalement, c'est de pouvoir, un instant, je pense qu'on a un issue pour ça, 5% join, adore un queue, je pense qu'on avait copié cela. On avait ajouté donc des paramètres pour définir le nombre de workers et le channel size. Et je pense après ça, on pourrait définir aussi, enfin, ajouter quelque chose, une page sur le dashboard pour que l'utilisateur voilà, puisse se dire, OK, en fonction de Vous ceci, me de tel nombre recevez? de... Allô? Oui, on te reçoit. Oui, on te Chacun, reçoit, vous me Judith. recevez? Oui, on te reçoit. On pense que c'est le problème à ton niveau et moi, je recevais bien Cola quand même. Oui, oui, je le reçois très bien aussi. C'est peut-être à ton niveau. Moi, je le reçois 5 sur 5. Ouais, 5 sur 5, moi aussi. Oui, Nicolas, tu peux OK. continuer ton explication. Oui, donc c'était surtout à cause des paramètres. Et ah ouais, je pense que je vais essayer quelque chose dans le chat. Ouais, le retry, c'était, voilà, les queues, c'était surtout pour le retry, pour ne pas avoir de soucis de requêtes, pour ne pas que ça dépende de nous. Donc, ouais. D'accord, merci, Cola. Bon, je pense que, bon, peut-être que ces queues-là que vous avez utilisées ont des caractéristiques particulières. Sinon, bon, je me dis, si c'est pour le retry, quand on pop un élément d'une queue, c'est fini, hein. On ne peut plus l'avoir plus tard. Ouais. Donc, je me dis, non, c'est... OK, en tout cas, j'ai compris. Je te remercie vraiment pour cette masterclass-là. Merci pour votre temps Judith, que je puisse partager. Donc, n'hésitez pas quand même à faire des retours comme ça. En tout cas, ce genre de discussion comme ça aide aussi à pouvoir améliorer le projet, à se dire, ah, peut-être qu'on n'a pas bien vu quelque chose ici, etc., etc. oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, il n'y a pas de questions. Donc, je pense que on va mettre fin à ce meeting. Je vous remercie tous d'avoir pris part à ça et on se revoit le samedi prochain. Merci. OK. N'hésitez pas à contribuer, faire des PR sur le retour. Il y a beaucoup de issues ouvertes. Et aussi, les gens aiment, enfin, faire du Golang, j'ai remarqué que ça la montre récemment. Donc, vous pouvez utiliser le projet là pour dire que vous avez de l'expérience en Golang. Il n'y a pas de souci. Ok, D'accord, Kala, merci. merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci à tous ceux qui ont été là, à tous ceux qui ont posé des questions. Et on se dit à la prochaine. OK.